Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous êtes plus de 2 tiers à écouter mes entrevues et à ne pas vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très précieux. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Bernard. Alors j'avais déjà reçu Guillaume Bernard pour cet ouvrage, Le mouvement d'Extrogir. Et Guillaume Bernard a écrit récemment un autre ouvrage. Donc, c'est une conversation fantastique entre un enfant à naître et sa mère qui envisage de l'avorter. Donc, c'est évidemment, comme vous voyez dans le titre de la vidéo, un ouvrage sur l'avortement ou contre l'avortement. Donc, c'est deux colères fracassées dans l'ignorance. Et pendant 7 heures environ, nous allons aborder la loi du 8 mars qui a constitutionnalisé l'avortement. Mais tout d'abord, mille merci, cher Guillaume Bernard, d'avoir encore une fois accepté mon invitation. Mais c'est avec grand plaisir et c'est moi qui vous remercie de pouvoir me permettre de m'exprimer sur un sujet, important en lui-même, mais qui, je crois, révèle évidemment, l'état, idéologique de notre société. Non, tout à fait. Alors justement, peut-être revenons un peu, quelques années en arrière, quelques décennies en arrière. Alors peut-être sur la loi Veil, qui est, je pense, les prémices de ce que vivent les Français, les Françaises à l'heure actuelle. Alors je vais aussi peut-être préciser, pour la Suisse, car je le rappelle encore une fois, je suis suisse. Alors en Suisse, l'IVG est permise depuis exactement 20 ans. Le 2 juin 2002, en votation, la population a accepté à plus de 72 de décriminaliser l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. La décision a mis un terme à des décennies de débats. Une première tentative avait déjà échoué de peu dans les urnes en 1977. Donc là, on voit déjà aussi que la Suisse a quelques années de retard, si j'ose dire, en tout cas, de ce côté-là. Mais que Tant mieux peut-on pour dire? vous. Oui, 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 mais rassurez-vous, enfin, rassurez-vous non, mais les vents de France soufflent très fort en Suisse et il y a déjà eu, je pense, de nouveau des débats à ce sujet en Suisse pour faire probablement passer des lois ou changer, certaines choses. Alors, que peut-on dire justement de cette loi Veil, et peut-être faire un bref rappel historique qui a amené, à la loi du 8 mars? Je crois que c'est évidemment important de remonter à la loi de 1975, qui a été débattue donc au cours de l'année 1974, qui a été, soumise au Conseil constitutionnel, en France, et celui-ci a rendu une décision, en janvier 1975. Donc la loi a été, finalement, validée et promulguée en janvier 1975. Le Conseil constitutionnel refusant, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot, refusant de, vérifier la loi légalisant ou plutôt dépénalisant l'avortement par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme et notamment au droit à la vie. Euh, il est important de remonter à la loi Veil parce qu'en France, on est dans une situation où, mine de rien, on nous explique que certes, il y a des évolutions récentes qui sont sans doute très discutables, mais que pour autant, évidemment, il ne faudrait pas, au grand Dieu, remettre en cause la loi Veil de 1975. Or, il est bien certain que c'est cette loi qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a ensuite permis, par la suite, bien des évolutions en matière de bioéthique et bien des évolutions en matière de mœurs. Parce que je ne cesse de le répéter, je ne suis pas le seul à le dire, mais peut-être que je suis un de ceux de ceux qui est le plus ferme sur cet aspect des choses. Dans la mesure où on admet à partir de 1975 qu'un être innocent puisse être éliminé, eh bien, dans ces conditions, on va pouvoir traiter l'embryon humain en matière de recherche scientifique, où l'enfant
en matière d'adoption, par exemple, véritablement comme une chose. Et ça, c'est le cœur de la question. Je suis absolument fasciné, et c'est promis, je vais refaire une petite chronologie, mais je suis fasciné, c'est important de le dire dès le début, par le fait que lorsqu'il y a eu en France récemment donc le débat sur la constitutionnalisation de l'avortement, eh bien, moult journalistes se sont empressés de dire que, naturellement, s'ils interrogeaient une personne qui était contre cette constitutionnalisation, naturellement, celle-ci ne remettait pas en cause, bien sûr, ce sacro-saint droit de pouvoir éliminer un enfant innocent. Il y a très peu de personnes, je pense notamment à Philippe de Villiers, qui a eu le courage de dire que non seulement il était contre la constitutionnalisation, mais qu'il était également opposé à l'avortement en lui-même. On est face à un véritable tabou. Hein. Il ne faudrait pas toucher à la sacro-sainte image de Simone Veil qui a été panthéonisée parce que, eh bien, elle serait d'abord parce qu'elle est une femme, ensuite parce qu'elle serait absolument exemplaire. Or, malgré toutes les barrières, toutes les limites qui avaient été prévues par la loi Veil, eh bien, toutes ont systématiquement sauté les unes après les autres. En 1975, on prévoit une loi expérimentale qui est ensuite, en 1979, prolongée de manière définitive. Ensuite, il y a eu comment dire, le remboursement de l'avortement par la sécurité sociale. Ensuite, les délais qui étaient prévus pour pouvoir recourir à un avortement, en 1975, 10 semaines, c'est passé ensuite à 12 semaines, puis maintenant à 14 semaines. Or, les médecins, je ne le suis pas, hein, mais les médecins nous expliquent que lorsque l'on veut eh bien, avorter un enfant de 14 semaines, eh bien, il faut, pour pouvoir l'extirper du ventre de sa mère, lui écraser la tête avec des pinces. Bon, tous ceux qui nous expliquent que l'enfant à naître est un amas de cellules, eh bien, ils ont un corps d'enfant hein, qu'ils sont obligés eh bien, d'écraser, de broyer et ensuite de jeter à la poubelle. Je suis désolé d'être un peu sanguinolent ce soir, mais je crois que c'est important quand même de rappeler les choses parce que plus de 200 000 avortements par an en France, c'est-à-dire a priori environ 10 millions d'avortements depuis 1975, c'est un chiffre qui mérite tout de même qu'on le note et que l'on ne fasse pas, je dirais, preuve de pudeur, de pudeur face à un tel drame. Bon. Donc, ensuite, évidemment, d'autres évolutions, des évolutions où, au départ, il fallait qu'il y ait véritablement une détresse de la femme pour que on arrive aujourd'hui à une situation où eh bien il n'y a plus véritablement de contraintes, il n'y a plus véritablement d'obstacles. Il y avait un délai de réflexion qui était prévu au départ et ce délai de réflexion pour la femme entre le moment où elle demande l'avortement et le moment où on y procède, eh bien ce délai a finalement disparu. Donc je tiens à expliquer parce qu'un certain nombre de personnes nous ont dit mais l'avortement c'est un débat d'arrière-garde. Non, depuis maintenant une cinquantaine d'années en France, on ne cesse d'avoir des évolutions juridiques qui eh bien, ne font que aggraver la situation, qui ne font que banaliser cet acte, qui le présente comme un acte médical alors qu'évidemment, il s'agit véritablement comment dire, d'un homicide. Hein. La loi de 1975 dépénalisait l'avortement, ce qui signifie bien que c'est un homicide et que dans certaines circonstances, on admettait que l'on puisse y avoir recours. Et aujourd'hui, eh bien, on en est arrivé à la situation où ça n'est plus un homicide qui est dépénalisé. Dans certains cas, c'est considéré comme étant un droit. Il faudra qu'on revienne très précisément là-dessus. Et puis, enfin, évidemment, parmi les évolutions qui ont eu lieu depuis 1975, il y a eu la création de délits pénaux, le délit pénal d'entrave à l'avortement et même le délit d'entrave numérique à l'avortement. C'est-à-dire qu'on essaye de museler aussi bien physiquement que médiatiquement ou intellectuellement ceux qui s'opposent à cet avortement. Donc voilà, c'est une surenchère progressiste qui ne cesse d'avancer depuis 50 ans.
Et il est clair qu'on en est arrivé aujourd'hui à la constitutionnalisation de l'avortement, c'est-à-dire à la volonté, dans le fond, de violer les consciences, d'obliger tout le monde de participer ou d'admettre ou d'être le complice même de ces avortements individuels, mais qui sont devenus, me semble-t-il, une véritable politique publique, hein. Cette constitutionnalisation, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne précisément sur la manière dont ça s'est passé, mais il y a eu tout un débat sur est-ce que c'est une liberté, est-ce que c'est un droit. C'est aujourd'hui, de fait, malgré les termes utilisés de liberté garantie, ça va devenir incontestablement un droit, et pourquoi pas même un droit créance, qui sera opposable à tous, y compris aux médecins. Donc on est passé d'une situation où il y avait la possibilité pour les femmes, dans certaines circonstances, de recourir à l'avortement. C'était un acte individuel, à une situation où aujourd'hui, c'est une politique publique assumée et ceux qui sont opposés à cela sont susceptibles de devenir des délinquants. Alors peut-être, bon, je pense que les gens verront lorsque la vidéo sera montée, il y aura quelques illustrations du film, Unplanned, Oui, donc qui est le film, pour certains de propagande contre l'avortement. J'avais utilisé aussi ce film pour illustrer la vidéo que j'ai faite avec Sylvain Durin, justement sur le sacrifice humain et puis son travail sur René Girard notamment. Alors je vais rappeler quelques chiffres, notamment il y a plus de 250 000 avortements chaque année en France, donc ça fait un avortement toutes les 2 minutes. Donc il faut quand même se méditer là-dessus, sur en fait le massacre en cours, en France et partout en Europe. Et peut-être aussi, un autre point, comment expliquez-vous ou comment comprendre, je dirais, la sacralisation de l'avortement? Et ça, on dirait vraiment que c'est une valeur qui est, devenue presque centrale. Et peut-être aussi un autre point qui est un paradoxe, puisque vivons dans l'ère de l'LGBT, du trans, où les sexes n'existent plus, mais par contre pour l'avortement et le droit de la femme à avorter, là, les sexes existent. Donc c'est aussi très intéressant, je dirais, de pointer les paradoxes qu'il y a dans ce type d'idéologie où le sexe existe, seulement quand ça les arrange. oui, bien entendu. Alors, comment a-t-on imposé idéologiquement parlant l'avortement? Je crois qu'il y a, en termes de philosophie du droit, deux éléments qui méritent d'être notés. Le premier, c'est que le droit a commencé à être défini à partir du XVIe siècle, mais surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, dans les institutions et dans les systèmes juridiques, comme étant un attribut de l'homme, hein. On est passé de la philosophie classique, aristotélicienne, thomiste, où le droit était une chose extérieure à la personne et qui lui était attribuée en fonction eh bien des rôles qu'elle joue dans la société. On est passé à une définition donc d'un droit qui est intrinsèque à l'homme, qui appartient à l'homme, qui est un attribut de son humanité. Bon. Et eh bien, de cette conception-là, on en a déduit que l'homme était doté d'une dignité intrinsèque qui, eh bien, conduit notamment, par exemple, à considérer que celle-ci ne disparaît pas, même si la personne commet des actes ignobles, hein. Un criminel récidiviste sadique, eh bien, serait toujours un être humain avec une dignité qui lui serait intrinsèque. C'est ce qui conduit, par exemple, eh bien, à la volonté de d'abolir la peine de mort. Et c'est ce qui a été fait en France d'ailleurs en 1981 et ça a été constitutionnalisé en 2007. Bon, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui se conjugue au premier, c'est de considérer que maintenant, véritablement d'ontologie. L'être humain n'a pas de nature qui lui est donnée par Dieu, par l'ordre naturel des choses, mais sa nature réside entièrement dans sa volonté, dans le fait qu'elle va être capable d'exercer sa liberté et
si possible d'ailleurs, si possible, une liberté transgressive vis-à-vis justement de l'ordre des choses qui est en ONI. Et par conséquent, eh bien, on se retrouve dans cette situation où ne sont véritablement des êtres humains qui méritent d'être respectés que si, eh bien, ils sont capables, ces êtres, d'exercer leur volonté et leur liberté. L'enfant à naître, évidemment, est entièrement dépendant de la femme qui le porte, mais il en va de même du malade qui n'est plus véritablement autonome. Et donc, dans ces conditions, eh bien, on considère qu'on peut eh bien, légitimer et l'avortement et l'euthanasie. Parce que ne sont dignes d'être respectés et d'être sujets de droit, d'être titulaires de droits attributs de leur humanité que ceux qui exercent leur volonté, leur autonomie, leur liberté. Et c'est donc la conjugaison de ces deux éléments-là qu'il faut, je crois, avoir en tête pour comprendre pourquoi eh bien, on justifie l'avortement, qui est le sujet qui nous intéresse ce soir. Eh bien, l'être humain, parce que biologiquement, évidemment, l'enfant à naître eh bien, est un être humain. Il y a un continuum, naturellement, depuis la fécondation jusqu'à la mort en passant par la naissance. Il y a un véritable continuum, mais qui est nié par le fait que eh bien, l'enfant à naître n'est pour rien dans sa conception et n'est pas véritablement autonome parce qu'il ne respire pas seul, notamment. Bien. Et par conséquent, eh bien, on considère qu'il est nul et non avenu, si j'ose dire. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, eh bien, certes, lorsque il n'y a pas de difficulté médicale, on limite pour l'instant, en tout cas, l'avortement en France à 14 semaines, mais on peut parfaitement avoir recours à ce qu'on appelle une IMG, une interruption médicale de grossesse, bien au-delà des 14 semaines et jusqu'à la veille de la naissance, dans le cas où eh bien, l'enfant serait eh bien, dans une situation où il pourrait porter atteinte à la vie de la mère ou parce qu'il serait porteur d'une maladie grave. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la limite temporelle de la possibilité de recours à l'avortement, il est vraisemblable qu'elle ne va cesser d'être allongée et pourquoi pas jusqu'à la veille de la naissance. Il y a d'ailleurs eu en France une tentative hein, dans ce sens qui a finalement été rejetée hein, dans le cadre du vote des lois de bioéthique, de la dernière mouture des lois de bioéthique, mais ne notons pas, tant que l'enfant ne sera pas supposé être autonome, donc né, eh bien, il pourra être considéré comme n'étant pas véritablement un être humain digne de respect. Donc voilà, il y a ces deux éléments-là qui me paraissent importants. Il me paraît aussi important de préciser que du point de vue classique, c'est-à-dire du point de vue de la conception classique du droit qui considère que le droit justement est une chose extérieure que l'on attribue à la personne en raison de ses mérites, en raison des rôles qu'elle remplit dans l'ordre social, c'est peut-être moins la question de l'humanité de l'enfant à naître, qui est parfaitement réelle, bien entendu, que la question de l'innocence qui est mise en avant. L'enfant à naître eh bien, est un être qui n'a pas commis d'acte qui justifie que la rétribution de celui-ci soit sa mise à mort. Donc je crois qu'il y a différents niveaux d'analyse qu'il faut eh bien, cumuler, qu'il faut additionner, qu'il faut utiliser en fonction du public envers lequel on s'adresse. Et puis de l'autre côté, et en parallèle, la question de l'innocence de l'enfant qu'il faut mettre en exergue pour bien expliquer pourquoi les opposants à l'avortement s'expriment. Eh bien, c'est parce que l'enfant à naître n'a commis aucun acte qui justifie que la rétribution de cet acte soit son élimination et sa mise à mort. Oui, alors l'IMG que vous évoquez à l'instant, c'est aussi le droit d'avorter pour raison, un trouble psychosocial. Mhm. Enfin, il faut c'est un meurtre, enfin un nouveau-né qui a 9 mois, enfin, c'est absolument catastrophique et déjà même, je crois que le cœur bat, je ne sais pas si corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble déjà à 2 mois ou à 6 semaines, le cœur du bébé bat donc enfin bref, c'est absolument, monstrueux ce qui se passe par rapport à l'avortement. Il Alors y a je une l'ai pas dit volonté.
il y a une volonté, pardonnez-moi Xavier, mais il y a une volonté délibérée effectivement de nier l'appartenance de l'enfant à l'espèce humaine, parce que vous comprenez bien que on se retrouverait dans une situation où, eh bien, si tous les enfants qui ont été avortés sont effectivement reconnus comme ayant été notre prochain, d'un point de vue chrétien, ou du moins, sans parler de prochain, un membre, je dirais, de notre espèce, eh bien, on pourrait évidemment se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu d'abord un génocide pratiqué dans le cadre de cet avortement, et pourquoi pas même eh bien, une politique délibérée de mise à mort de ces enfants déclarés non désirés. Enfin, ils sont quand même désirés par les couples qui souhaiteraient adopter des enfants, passons, ces enfants déclarés non désirés. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, cette politique publique, hein, remboursement de l'avortement, entrave à ceux qui sont opposés, préconisation d'une certaine manière d'y avoir recours quasiment comme d'un moyen de contraception, il y aurait là effectivement peut-être la possibilité d'une incrimination pour crime contre l'humanité, crime qui est imprescriptible naturellement, une incrimination pour crime contre l'humanité pour tous nos politiques qui ont délibérément participé et voulu soutenir une telle politique. Oui, d'ailleurs, bah, ça, c'est peut-être très intéressant pour les gens qui nous écoutent aussi, puisque vous avez déjà reçu pour votre ouvrage sur le mouvement d'Extrogir, mais il me semble aussi que dans la classe politique française et je pense probablement aussi en Suisse, mais je pense que c'est un peu plus contrasté en Suisse, mais de manière générale, l'avortement est accepté, a été validé par quasiment l'entièreté de la classe politique en France. C'est quand même très curieux qu'il y ait une telle unanimité sur un sujet qui pourtant devrait cliver. Il est clair que D'accord. l'avortement est aujourd'hui le tabou suprême. Hein. Et moi-même, lorsque j'ai l'occasion de m'exprimer dans un certain nombre de médias dits mainstream, comme on m'a bien fait comprendre que naturellement, j'étais le bienvenu pour parler de beaucoup de choses, mais en revanche que l'avortement, on ne me laisserait sans doute pas m'exprimer aussi librement que je pourrais le souhaiter. Il y a là un vrai diktat idéologique et une incapacité de la part de certains hommes politiques ou de certains courants politiques de comprendre ce qu'il signifie fondamentalement. Alors que les progressistes soient favorables à l'avortement et à la constitutionnalisation de l'avortement, j'oserais dire que c'est logique, que c'est compréhensible, que d'autres qui sont supposés être en opposition, eh bien, se soient fait les idiots utiles de cette politique, c'est évidemment beaucoup plus incompréhensible, d'autant que, pour dire les choses très simplement, les gens qui sont positionnés à droite devraient évidemment se rendre compte qu'il y a un enjeu démographique et qu'on ne peut pas à la fois se plaindre d'une immigration de remplacement et en même temps créer le vide, créer le déficit démographique en favorisant l'avortement. Mais il faut croire, et c'est évidemment une des choses que j'avais essayé de mettre en exergue dans le mouvement d'Extrogir, les forces politiques qui sont à droite ne sont pas forcément de droite, et en tout cas, elles sont hybrides, elles sont très souvent, je dirais, incohérentes doctrinalement parlant. On le voit bien d'ailleurs, il y a quelques députés LR, quelques députés RN, quelques députés non inscrits et quelques sénateurs qui se sont opposés à cette constitutionnalisation de l'avortement qui est intervenue il y a quelques semaines. Ça montre qu'il y a un des éléments que j'avais essayé de mettre justement en exergue dans le mouvement d'Extrogir, c'est que la ligne de fracture idéologique, elle passe beaucoup plus au sein de la droite que entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que le vrai clivage, il est entre ceux qui sont classiques
et ceux qui sont modernes. Et il y a dans tous les partis politiques qui sont à droite des gens qui sont effectivement classiques, c'est pour dire les choses rapidement ceux qui se sont opposés à la constitutionnalisation, et puis des gens qui sont au mieux rien du tout et au pire en fait idéologiquement modernes. Et la recomposition politique du pays nécessiterait sans aucun doute que ceux qui sont sur des positions cohérentes classiques se rassemblent et n'appartiennent pas à des partis politiques différents. Pourquoi est-ce que Stéphane Ravier, sénateur Reconquête, Christophe Benz, député RN, Bruno Retailleau, sénateur LR, et j'en passe, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, pourquoi n'appartiennent-ils pas à la même organisation politique, alors que effectivement tous ceux qui ont voté pour la constitutionnalisation, qu'ils soient RN, LR ou autres, eh bien mériteraient en fait d'appartenir à la même organisation, eu égard au fait qu'ils participent de la même philosophie. Voilà. Donc moi, Mais pardon, allez-y, je vous en prie. non, non, ce que je voulais mais Stéphane Ravier n'a-t-il pas voté pour la constitutionnalisation de l'avortement? Ah non, 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 il a voté contre. Il a voté contre. Ça, pour le coup, j'en D'accord, parce qu'il me suis semble certain parce que j'ai vérifié les différents votes. Je n'ai plus tous les noms en tête, hein. Il y a des noms d'inscrits aussi, hein, qui ont voté contre. Je pense par exemple à Emmanuel Ménard. Mais pour l'essentiel, effectivement, on les compte sur les doigts d'une main. parce Pas qu'il sur me les doigts d'une main, pardonnez-moi, sur quelques mains, mais enfin, il doit y avoir quelques dizaines de députés, de sénateurs qui ont voté contre, et Stéphane Ravier fait partie de cela. Voilà. parce qu'il me semblait avoir vu une vidéo, je la mettrai dans la description, mais c'est une courte vidéo où justement il expliquait que l'avortement était une valeur de droite. Alors c'était un court extrait, peut-être ai-je mal compris? Il ne me semble pas, mais en tout cas Alors, c'était très curieux comme, il est très possible qu'effectivement, il ait voulu se dédouaner de voter contre la constitutionnalisation tout en disant qu'il ne remettait pas en cause la loi Veil, hein. Alors que moi, je prétends. Alors bon, après, effectivement, je n'ai pas entendu tous ces discours. Pour moi, il a voté contre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la recomposition politique nécessite évidemment eh bien de faire sauter je dirais, ce qu'il reste encore, parce que pour le coup, il y a quand même des cloisonnements qui ont disparu, mais ce qu'il reste encore de cloisonnement, et en particulier sur des sujets qui sont extrêmement révélateurs de la philosophie sous-jacente d'une personnalité politique. Et si jamais, alors lui ou d'autres, ont voté contre la constitutionnalisation, mais sont en fait pour quand même la loi Veil, il me semble que là, pour le coup, ils se trompent profondément parce que la loi Veil est le nœud du problème. La légalisation ou plutôt la dépénalisation de l'avortement ouvre une boîte de Pandore qui mérite d'être mise en exergue parce que ce n'est pas simplement le fait de faire de l'avortement une valeur du régime qui est en jeu. Ce qui est fondamentalement en jeu, c'est le fait qu'il y ait des avortements. Moi-même, je ne le cache à personne, hein, je suis hostile à l'avortement, mais mon obsession n'est pas d'interdire l'avortement, même si à terme, je souhaiterais naturellement qu'il ne soit pas autorisé. Mais ce qui est le cœur de la question, c'est les avortements eux-mêmes. Ce qu'il faut, c'est avant tout créer les conditions pour que des femmes qui subissent des pressions ou des femmes qui hésitent puissent au final ne pas avoir recours à l'avortement. C'est évidemment ça qui est prioritaire et qui est essentiel. peut-être aussi un point qui serait, intéressant de mettre en avant puisque donc je le disais, vous êtes universitaire, vous enseignez aussi l'histoire des idées et des institutions. Mhm. Alors il semblerait qu'il y ait une permanence, je dirais, de la République entre ou qu'on nous puissions faire en tout cas un parallèle entre politique de mort et République. Donc il y a eu évidemment, je dirais, le commencement par une décapitation, par la guillotine, donc ça on va dire que ça commence mal. Mhm. S'en est suivi, je dirais, le génocide vendéen. Ensuite, il y a eu, la pilule, l'avortement, le divorce, la laïcité, toutes sortes en tout cas de processus qui se sont déroulés,
qui, il me semble en tout cas, sont synonymes d'une politique de mort. Alors peut-être, y a-t-il selon vous, en tout cas moi c'est ce que je pense, mais selon vous, y a-t-il une continuité, une permanence entre la République et cette politique de mort, qui est contraire évidemment au catholicisme, qui prône plutôt la vie, une politique de vie? Alors, peut-être que, on ne s'entend pas exactement sur les termes. Pour moi, c'est beaucoup plus la modernité que la République en elle-même. Sincèrement, je pense que, il y a malheureusement des régimes, monarchiques, des monarchies constitutionnelles essentiellement aujourd'hui en Europe, où l'avortement est autorisé et très largement pratiqué, et je suis pas certain que ça soit la République en elle-même, ou le régime républicain en lui-même qui soit nécessairement euh, euh, un instrument, je dirais, de politique de mort, ou qu'il serait et que les autres régimes seraient absous de toute culpabilité. Bon, Oui, mais alors je vais juste préciser, alors pardonnez-moi, oui. alors oui, d'accord, ça je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, les monarchies que nous avons à l'heure actuelle ne sont plus catholiques. Donc, C'est-à-dire que donc en fait, c'est de la monarchie de façade, on pourrait dire, un comité portant des couronnes pour moi, vous voyez? Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien de la monarchie anglaise, bon, il me semble que ça fait longtemps qu'elle adhère à divers agendas qui ne vont pas du tout dans le sens de la préservation de la civilisation. Donc oui, alors c'est pour ça que je pense que ce qu'il faut dénoncer, et alors pour le coup, je suis d'accord avec vous, Xavier, hein, mais pour le coup, je pense que ce qu'il faut dénoncer, c'est la modernité, et ses fondements philosophiques. Alors il y en a un certain nombre qui évidemment ont été repris par le régime dit républicain en France, hein, parce que je pense que si un certain nombre de personnes tombent sur notre vidéo et se disent, bon ben voilà, j'adhère pour ma part à un régime plutôt de type républicain et démocratique, et ces gens-là en fait me préconisent et à la fois le fait de s'opposer à l'avortement et le retour à un autre type de régime, ils risquent tout simplement de se fermer à l'une des questions sous prétexte qu'ils ne comprennent pas l'autre ou qu'ils ne voient pas les enjeux de l'autre. Je pense que un régime politique n'est qu'un instrument au service de la réalisation du bien commun, et qu'on ne peut pas préjuger a priori que le régime monarchique ou le régime comment dire, aristocratique ou un autre ne serait pas en capacité a priori de réaliser le bien commun. Après, évidemment, il y a des régimes qui sont plus ou moins adaptés en fonction des peuples, en fonction de la géographie, en fonction des circonstances. Et je ne cache là non plus à personne le fait que pour ma part, dans une société justement qui se délite, qui s'atomise, qui se communautarise, il me semble justement que la royauté traditionnelle en France serait beaucoup plus à même que le régime actuel eh bien de restaurer, hein, l'identité française et de restaurer les valeurs traditionnelles. Bon, et de permettre pour le coup à la France de perdurer. Si évidemment vous dites que la République, comment dire, prétend se substituer à la France. Alors là, dans ce cas-là, évidemment, cette République idéologique qui prétend se substituer à la France et qui prétend en plus détruire ce qu'est véritablement la France et son identité et son ontologie. Alors là, pour le coup, effectivement, on peut incriminer la République. Cela étant dit, ce qui est le cœur, me semble-t-il, de la question, c'est la modernité politique. Et la modernité politique, elle repose, me semble-t-il, sur un certain nombre d'éléments. L'un de ces éléments, on l'a évoqué tout à l'heure, on n'y revient pas, c'est la définition du droit comme étant un attribut de la personne, une puissance que l'on a en nous et que l'on projette à l'extérieur. Et donc, par exemple, ça peut conduire évidemment à justifier eh bien, la loi du plus fort. Hein, parce que pour le coup, lorsqu'une femme prétend disposer de son corps, en fait, elle dispose du corps d'un autre, hein, celui d'un être unique, d'un être singulier, d'un être qui est parfaitement différent et d'elle-même et de son père. Donc c'est le droit conçu comme une puissance, comme une volonté de puissance que l'on projette sur autrui. Il y a un deuxième élément qui me paraît absolument essentiel dans la modernité politique, c'est l'idée du contractualisme social. C'est le fait de dire il n'y a pas d'ordre naturel ou
du moins, on ne pourrait pas tous se mettre d'accord sur ce qu'il est. Et donc, par conséquent, les corps sociaux ne peuvent pas être comment dire, ne peuvent être pour le coup que des constructions artificielles issues de la rencontre de volonté de ceux qui vont la composer. Et il faut bien voir que ce contractualisme social qui peut prendre différentes formes. Hein. On peut avoir un contractualisme social très libéral du type lockeien, on peut avoir un contractualisme social très, je dirais, très totalitaire du type rousseauiste, mais enfin, tous reposent sur la même hypothèse que, eh bien, la société n'est pas une donnée de l'ordre naturel, de l'ordre cosmologique des choses, mais la société n'est qu'une construction. Eh bien, il faut bien voir que cet élément-là est central dans la question des mœurs, de la bioéthique et de l'avortement, parce que justement, c'est cette même idée, c'est cette même hypothèse de la construction de l'ordre social que l'on retrouve dans l'idée qui s'est répandue ces dernières décennies de ce que l'homme ne serait pas de ce que l'homme ne serait pas eh bien une comment dire une donnée de la nature, de ce que l'homme n'aurait pas une nature qui lui est donnée par l'ordre des choses, mais de ce que sa nature serait une construction, la construction de sa propre volonté, de ses propres lubies, de ses propres émotions à un moment donné ou à un autre. Et vous avez fait allusion très comment dire très rationnellement tout à l'heure à la théorie du genre, aux divers lobbies, je dirais, en matière, je dirais, de mœurs, bah, c'est exactement ça. Il développe l'idée, et c'est la même question qui est au cœur de l'avortement, l'idée que dans le fond, il n'y a pas de nature humaine autre que celle que nous voulons nous-mêmes individuellement nous donner. Donc la modernité, elle a conduit à effectivement un certain nombre comment dire d'actes de type génocidaire. Vous avez parfaitement raison d'évoquer le génocide qui a été commis en Vendée. Et là, on est dans une illustration, me semble-t-il, vraiment de cette conception artificielle de l'homme et de la société. La Révolution française a prétendu régénérer l'homme, construire un homme nouveau, et cette société révolutionnaire, elle se voulait eh bien, le résultat d'une rencontre de volonté, d'un contrat social. Et les brigands de la Vendée eh bien, sont apparus comme étant eh bien, ceux qui ne mettaient pas simplement en cause le bon fonctionnement de la société, mais ils remettaient en cause l'existence même de cette société contractuelle. Et par conséquent, se mettant en dehors eh bien, de la protection du contrat social, ils méritaient d'être exécutés, d'être exterminés. Eh bien, l'enfant à naître, il est en dehors du contrat social et par conséquent, il mérite, il peut être exécuté et éliminé. C'est la même logique. Et donc, oui, la modernité, plus que la République, sauf si on l'entend dans le sens très précis, je dirais, non pas de régime politique, mais d'idéologie qui prétend se substituer aux corps sociaux naturels, la modernité est effectivement, porte en elle la possibilité, peut-être pas inéluctable, mais en tout cas la possibilité d'éliminer un certain nombre de membres du genre humain s'ils sont dans le fond des dissidents volontaires. C'est le cas des brigands de la Vendée, des dissidents involontaires, c'est le cas des enfants à naître. Petit intermède dans cette entrevue. J'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner, surtout à la chaîne, et soutenez mon travail. Mille merci. Maintenant, nous pouvons reprendre avec l'entrevue. Alors là, nous évoquions justement à l'instant aussi le cas de la femme, car évidemment, elle est première dans cette histoire tragique hein, de l'avortement. Alors, je le disais au tout début de cette discussion, donc la Suisse, enfin les Suisses, ont voté à plus de 72% pour décriminaliser l'avortement jusqu'à 12 semaines en 2002. Et en 1977, donc 25 ans avant, cette même votation a été refusée. Et il me semble qu'il y a un tournant au niveau des esprits, un changement radical, parce que là, on passe de une personne sur 2 qui est au minimum en désaccord avec cette loi, à plus de 3 personnes sur 4 ou à juste 3 personnes sur 4
qui valide la décriminalisation de l'avortement. Alors je dirais, il y a tout un processus, on l'a évoqué évidemment avec la loi Veil, avec l'avortement et cetera. Mais là, on parle, je dirais, au niveau des élites, hein. Ce sont les élites et ensuite il y a une on diffuse ce genre d'idées dans les masses. Mais comment expliquez-vous, je dirais, une telle acceptation? Et surtout, il me semble que l'avortement va à l'encontre de ce que l'on appelle l'instinct maternel. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a, je dirais, des aspects biologiques, hein. J'ai reçu le professeur René Cochard, qui s'intéresse notamment à ça, donc aux neurosciences, à la complémentarité tout simplement exceptionnelle entre le masculin et le féminin. Et on pourrait se questionner: comment se fait-il que nous soyons dans une époque où on va à ce point à l'encontre de la nature, avec un grand N? Je pense que l'acceptation, par les opinions publiques, vient de ce que l'on divulgue les choses par étapes. C'est une des techniques de manipulation des esprits, qui est, maintenant bien connue. Si vous dites immédiatement que vous voulez, aboutir à tel résultat, vous choquez, les personnes et elles se rebiffent. Si en revanche, vous faites une évolution, de manière, très lente, eh bien, vous habituez les esprits à accepter les choses. Hein, c'est, vous savez, c'est la technique du voleur chinois. Hein, j'ai rien contre les Chinois en tant que tels. Hein, c'est juste une expression. Hein. Vous savez, vous déplacez l'objet que vous voulez voler, vous le déplacez lentement pour le faire sortir petit à petit du champ visuel. Bon, ça, c'est l'inverse, si j'ose dire. Enfin, ou plutôt, c'est la même chose, mais il ne s'agit pas de faire sortir du champ visuel pour pouvoir subtiliser l'objet. C'est le fait, eh bien, d'habituer petit à petit les esprits. On a dépénalisé en disant attention, ce n'est que parce que, eh bien, il y a des cas, je dirais, tragiques de femmes, on le dépénalise, mais ça doit rester un drame, ça doit rester quelque chose de très limité. On le limite à 10 semaines, puis ensuite on étend à 12 semaines, puis on étend à 14 semaines, puis ensuite on interdit à ceux qui dénoncent cela de véritablement pouvoir s'exprimer, etc., etc. Vous savez, c'est exactement la même chose qu'en matière d'euthanasie. Vous, alors là, pour le coup, en Suisse, vous êtes plus en avance sur nous. Malheur à vous, mais bon, nous, ça n'est pas encore dépénalisé, mais ça va vraisemblablement l'être dans les semaines ou les mois qui viennent. Eh bien, en France, en tout cas, on a d'abord dit ah attention, il faut organiser les soins palliatifs. Et les soins palliatifs, naturellement, on ne les organise évidemment pas. Ensuite, on dit mais attention, il ne faut pas s'acharner à défendre la vie. Hein, et c'est d'ailleurs très pervers parce qu'on a repris une position qui est une position catholique et exprimée par le pape Pie XII, si je ne m'abuse, qui est de dire il ne faut pas l'acharnement thérapeutique. Sauf que lorsque le pape disait qu'il ne faut pas l'acharnement thérapeutique, c'est le fait qu'il ne faut pas vouloir rester accroché à une vie terrestre quand tout, évidemment, vous conduit à eh bien, basculer dans l'autre monde. Mais sauf que là, ici, il ne faut pas d'acharnement thérapeutique, c'est tout simplement pouvoir justifier le fait de pouvoir peut-être légaliser l'avortement. Et puis ensuite, on a dit, alors attention, on n'est pas encore à l'avortement, rassurez-vous, ça n'est pas encore cela. On a dit qu'on pouvait eh bien, finalement refuser un traitement médical. Et puis ensuite, la jurisprudence nous a dit que le traitement médical qui pouvait être suspendu, c'était y compris l'hydratation et l'alimentation. Et c'est comme ça que l'on a assassiné Vincent Lambert. Bon, donc vous voyez, c'est exactement la même technique. Et une fois qu'on en est arrivé ici à la sédation, à la sédation possible, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on va légaliser l'avortement. Donc c'est la même technique qui est toujours habituée, qui est toujours utilisée. Le fait de divulguer par étapes, eh bien, une mesure à laquelle on veut finalement aboutir. Technique de manipulation très bien connue. Et puis, après, il faut s'interroger sur comment l'opinion publique accepte-t-elle la chose. Et là, je crois, je vais reprendre une expression de quelqu'un dont je ne partage pas nécessairement d'ailleurs toutes les positions, mais qui est assez intéressant, c'est Maître Abosi, Adrien Abosi, qui dans une de ses émissions que j'écoute assez régulièrement, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, qu'il traite, même si encore une fois, je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui, mais enfin, je pense il est digne d'intérêt. Il a fait la distinction, et c'est pour ça que je le cite, parce que j'aime bien citer les personnes dont je reprends les formules. Hein. Je ne
je ne m'attribue pas l'idée. Et il a fait une distinction entre l'opinion publique et l'opinion publiquement exprimée. Et je crois que c'est très subtil et très vrai. Il a redécouvert, peut-être parce qu'il a lu ce sociologue français qui est Gabriel Tarde, mais peut-être ne l'a-t-il pas lu, il a redécouvert ce que Gabriel Tarde avait mis en exergue il y a maintenant plus d'un siècle, c'est ce qu'on appelle la loi de l'imitation. L'imitation, L apostrophe, imitation, et le fait d'imiter. Il se passe un phénomène qui est extrêmement important à comprendre, c'est que euh, on appartient tous à différents groupes sociaux, familiaux, professionnels, amicaux, etc. On ne souhaite évidemment pas, sauf à être extrêmement ferme dans ses positions, être marginalisé socialement. Et donc, dans la mesure où une idée se répand, une idée devient acceptable, eh bien, on finit par, eh bien, d'abord, je dirais, douter de ses propres positions, puis ensuite on se tait, hein, on n'ose plus s'y opposer publiquement. Et enfin, effectivement, on finit par y adhérer. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de Français, peut-être de Suisses aussi, qui, dans le fond, aujourd'hui, maintenant, se taisent. Alors, je ne suis pas dupe ou je ne suis pas naïf. Je ne crois pas qu'il y aurait aujourd'hui, malheureusement, une majorité de gens pour s'opposer à l'avortement. Mais je note une chose, c'est que dans l'affaire de la constitutionnalisation qui a eu lieu en France récemment, on aurait très bien pu avoir un référendum. On aurait très bien pu l'avoir. Mais les partisans de la constitutionnalisation l'ont dit explicitement dans les médias, ils ne voulaient pas d'un référendum parce que ça les aurait conduits à être obligés d'accepter un débat avec ceux qui sont contre la constitutionnalisation et parmi eux ceux qui sont même contre l'avortement tout court. Ils ont refusé cela. Hein. En deux mots, rappelons comment ça s'est passé. LFI, donc l'extrême gauche, a produit une proposition de révision qui a été dans un premier temps votée par l'Assemblée nationale, puis ensuite un tout petit peu modifiée par le Sénat. Hein. À l'Assemblée nationale, c'était le droit à l'avortement. Le Sénat a modifié en disant c'est une liberté de recourir à l'avortement. Et ensuite, le président de la République a repris la proposition de loi à son compte et a transformé cette proposition en projet de loi. Ce qui fait que le texte est devenu non plus la liberté, mais la liberté garantie. Je profite de cela pour dire, parce que sinon je crois que je vais oublier de le dire et c'est important, que cette expression de liberté garantie est d'une hypocrisie absolue. Parce que qui dit une liberté qui doit être garantie par la puissance publique, c'est de fait un droit créance. Et on retrouve exactement la même évolution, le même glissement qui a eu lieu, par exemple, dans le cadre de la jurisprudence de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'euthanasie. On est parti d'une liberté de se suicider et on est arrivé à l'obligation pour les États de garantir que la personne pourra effectivement être euthanasiée. Eh bien, c'est évidemment ce qui va se passer en France avec la supposée liberté garantie. C'est supposé être un droit à liberté et ça va devenir un droit créant, c'est-à-dire que l'État va devoir garantir que la personne pourra effectivement avorter, ce qui va bien entendu porter atteinte à la liberté de conscience des médecins et ce qui va porter atteinte à la liberté de conscience de tous et peut-être même à la liberté d'expression des opposants. J'en reviens à ma question du projet de révision, liberté garantie, qui est donc mise dans le texte par le gouvernement. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'était une proposition de révision qui avait été votée, il y aurait eu constitutionnellement l'obligation d'organiser un référendum. Dans la mesure où c'est l'exécutif qui a repris à son compte le texte, c'est devenu un projet de révision. Et là, le président de la République avait le choix entre faire voter la constitutionnalisation par le Congrès, c'est-à-dire les deux assemblées réunies ensemble, ou par le référendum. Or, et j'en reviens à l'idée du départ, il ne voulait pas d'un débat public, il ne voulait pas d'un véritable débat public. Ce qui prouve une chose, c'est que ils auraient gagné le référendum, vraisemblablement, mais peut-être pas aussi haut la main qu'ils ne l'imaginent, et sûrement pas avec les mêmes pourcentages que ceux qu'ils ont obtenus au Congrès, avec des hommes politiques qui sont en partie
ou du moins pour ceux qui sont de droite ou qui sont à droite, des idiots utiles du progressisme. Et il y aurait eu un véritable débat et on aurait pu mesurer effectivement le fait qu'il n'y avait peut-être pas autant de gens qu'ils ne le disent, sont favorables à l'avortement et qu'en tout cas, il n'y a pas d'unanimité. Tout ça pour dire que eh bien, l'acceptation sociale d'une chose, elle vient du fait que l'on se tait et qu'un certain nombre de personnes acceptent dans le fond de laisser passer le mensonge. Vous savez, il y a les dissidents du bloc de l'Est on dit une chose, que le premier acte de résistance, c'est de faire que le mensonge ne passe pas par soi. C'est déjà un acte de résistance, c'est déjà un acte de dissidence. Or, effectivement, la loi de l'imitation mise en exergue par Gabriel Tarde montre que, par crainte d'être marginalisé, on n'ose pas s'opposer à ce qui est, semble-t-il, communément admis, mais qui n'est peut-être pas aussi communément admis qu'on le croit. Et c'est le fait de se taire qui permet de laisser croire qu'il y a une unanimité. Eh bien, d'un côté, effectivement, un personnel politique qui eh bien, se croit obligé d'être progressiste, et de l'autre côté, une opinion publique, ou du moins une opinion publiquement exprimée qui, eh bien, sinon adhère, du moins ne s'oppose pas à une chose. Et voilà comment on est passé, pour vous en Suisse, d'un refus à finalement une validation de la dépénalisation, et pour nous en France, comment on est passé eh bien, de l'avortement très largement encadré à eh bien, une situation où on a constitutionnalisé l'avortement. Parce que je vous prendre un exemple. Pardonnez-moi, Xavier, je suis extrêmement long, mais c'est un sujet pour plein de raisons, notamment des raisons personnelles que je vous dirais peut-être, mais que tout le monde voit en fait. Tout le monde voit que je suis, que j'ai des grosses lunettes, que je suis très myope, que je suis, comme on dit, handicapé, et je me sens concerné par ça, parce que des personnes, parce que l'élimination des systématiques, alors là pour le coup quasiment systématique, des enfants handicapés, ça me révolte. Vous voyez, et donc je me dis que puisque moi je peux au moins prendre la parole, au moins que je puisse parler, en leur nom, hein, de tous ceux dont on n'entend pas le cri. Vous savez, le cri silencieux, c'était le nom du film du professeur Nathanson, qui avait été un grand avorteur aux États-Unis, qui finalement s'était rendu compte de ce qu'il faisait. Il avait fait un des premiers films montrant la réalité de l'avortement. Je ferme la parenthèse, tout ça pour vous dire, une des choses que j'aurais pu dire dans ce débat, et qui est quand même, me semble-t-il, très significatif de ce qu'est réellement l'avortement. L'avortement a été dépénalisé en France en 1975. La peine de mort a été abolie en 1981. Eh bien, est-ce que les Français, et est-ce que nos téléspectateurs savent qu'entre 1975 et 1981, si une femme enceinte avait été condamnée à mort, l'exécution n'aurait pu avoir lieu qu'après qu'elle ait accouché? Il me semble que c'est quand même un élément important à mettre dans le débat. Tous ceux qui nous expliquent que l'enfant à naître n'est qu'un amas de cellules et qu'il n'est pas, alors que nous sommes tous des amas de cellules, hein, l'enfant à naître qui est un amas de cellules, eh bien, il méritait de pouvoir naître avant que sa mère, qui aurait eh bien, mérité, elle, la peine de mort, ne soit exécutée. Voilà des éléments que aujourd'hui plus personne ne met dans le débat, ou très peu de personnes ne mettent dans le débat, et que je crois en revanche nécessaire de dire. Et pardon, encore une fois, je suis très long, vous m'interromprez ou vous couperez au montage, vous verrez, Xavier, comment faire les choses. Non, je coupe rien. Mais si vous voulez, là pour le coup, je vais exprimer une forme de ressentiment vis-à-vis de certains de mes camarades de combat. C'est que je crois que bien sûr qu'il faut utiliser tous les niveaux de discours. Bien sûr qu'il faut utiliser, comment dire, des arguments différents, je dirais, en fonction des personnes auxquelles on s'adresse, pour être le plus susceptible, je dirais, de les intéresser. Mais je crois qu'il ne faut pas faire de concessions doctrinales. Je crois qu'il ne faut pas faire de raisonnements incohérents. Et sous prétexte que l'on serait pour la vie
et donc contre l'avortement, il faudrait évidemment se dire contre la peine de mort. Eh bien moi, je suis désolé, ce n'est pas cohérent. Ce que moi je défends en m'opposant à l'avortement, c'est l'innocence de l'enfant à naître. Et par conséquent, je crois qu'il n'y a absolument aucune incohérence à être pour la peine de mort appliquée de manière parfaitement prudente, en étant absolument certain de la culpabilité de la personne qui la subirait, et d'être pour la peine de mort et d'être contre l'avortement. Parce que ce n'est pas la vie en soi qui est, me semble-t-il, défendable, c'est la vie innocente et que les actes doivent mériter rétribution. L'enfant à naître n'a commis aucun acte qui justifie que sa mise à mort soit la réponse au fait qu'il existe. Et c'est ce qui me permet aussi d'expliquer que, effectivement, même si la femme a subi une injustice très grande, par exemple si elle est enceinte parce qu'elle a été violée, eh bien le violeur mérite la peine de mort, mais l'enfant à naître ne mérite pas la peine de mort. Et que, bien entendu, elle subit un traumatisme par le viol, bien entendu, elle subit, eh bien, comment dire, une grossesse qu'elle ne voulait pas, mais pour autant, le fait qu'elle soit victime ne justifie pas d'en faire une seconde et de l'éliminer. Je crois qu'il faut tenir des positions qui sont cohérentes et qui sont logiques et que toute concession que l'on fait, eh bien finalement nous mette dans le mur, nous conduise à avoir un raisonnement qui n'est pas audible par nos interlocuteurs. Voilà notamment ce que je voulais dire. Et vous avez parlé de la situation de la femme. J'aurais bien d'autres choses à dire, mais allez, je continue. Je continue. Il est bien évident que les femmes aujourd'hui subissent comment dire, une pression sociale monumentale. Ça contribue aussi à répondre à votre question, je le crois. Elles subissent une pression sociale monumentale, un conjoint qui, eh bien, leur fait du chantage. C'est l'enfant ou c'est moi. Cet individu est évidemment un salopard. Bon, pardon pour la vulgarité, on m'a reproché récemment dans une émission d'avoir traité de cons les députés qui avaient voté pour la constitutionnalisation, mais j'en rajoute aujourd'hui avec un autre mot, effectivement, le conjoint qui fait du chantage à une femme qui est enceinte en lui disant ou tu avortes ou je te quitte, ou si tu n'avortes pas, je te quitte, c'est un salopard. Hein. Et bien entendu, c'est lui qui porte essentiellement la responsabilité morale de l'avortement. Mais il y a aussi les employeurs qui font pression, il y a la famille qui fait pression, etc. etc. Autrement dit, je veux bien que nos auditeurs comprennent, et c'est ce que notamment j'ai essayé de mettre en exergue dans ce petit livre, hein, De colère fracassée dans l'ignorance. Bien sûr, c'est la femme qui procède à l'avortement, mais c'est la société tout entière qui est concernée et qui est très grandement responsable moralement de l'acte qu'elle commet si effectivement elle va jusqu'à l'avortement par les pressions, par le chantage que ces femmes subissent, par cette violence symbolique et sociale qu'on leur impose. Et sur ce, je vais allumer une cigarette parce que je suis nerveux. Je t'en prie. Hem, alors il y a beaucoup de choses, hein. Bon, tout d'abord, moi, je suis aussi pour la peine de mort contre l'avortement, mais probablement bientôt, il y aura le rétablissement de la peine de mort pour ceux qui sont contre l'avortement. Ça, c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? Ça n'est malheureusement pas impossible. Voilà. Rappelez-vous Robespierre, qui est contre la peine de mort en matière de crimes de droit commun, mais qui naturellement est un des principaux pourvoyeurs du tribunal révolutionnaire, parce que les opposants au régime, eux, méritent effectivement la peine de mort. Et bien donc effectivement, les dissidents risque peut-être demain de se voir appliquer une peine de mort politique, tandis que effectivement les criminels les plus sadiques, eux, eh bien, pourraient finir leur jour en prison. Ensuite, vous évoquiez, Abosi, donc il y a aussi autre chose qu'on pourrait ajouter, c'est qu'évidemment il y a la pensée dominante et la pensée majoritaire, hein, aussi pour faire aussi le parallèle sur ce que vous disiez. Et autre point, vous parliez de la manipulation des esprits. Il y a aussi peut-être une autre stratégie, je dirais, c'est celle de la stratégie du choc, puisque et la fenêtre d'Overton, Oui, puisqu'il y a quand même des miss transsexuelles
de nos jours et qu'en fait, ça ne pose aucun problème. Enfin, tout passe. C'est-à-dire qu'on élargit au le plus possible la fenêtre d'Overton. Au bout d'un moment, il y a un refus de la population, mais tout ce qui était avant ce refus est passé sans qu'il n'y ait aucun problème. Exactement, Ensuite, c'est l'effet cliquet. Si vous me permettez juste de vous interrompre, Xavier, c'est l'effet cliquet, bien entendu, et c'est une un de mes points d'opposition avec certains de mes camarades avec qui je partage plein de choses, mais disons les associations catholiques, les associations pro-vie, les mouvements pro-famille. Je pense qu'on ne peut régler le problème qu'en remontant à la cause, qu'en remontant à la matrice. Et si l'on ne se bat que sur ce qui est, je dirais, la dernière lubie des progressistes, eh bien, on a perdu le combat parce qu'on ne montre pas à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à nos lecteurs, eh bien, la cohérence malsaine du progressisme et la cohérence classique que l'on oppose. Vous alors, savez, je crois qu'on est passé d'un droit à l'indifférence, puis on est passé ensuite à un droit à la différence pour enfin imposer un droit différent. Voilà, c'est ce que dans une petite étude que j'avais publiée il y a une dizaine d'années sur les méthodes du communautarisme et du lobbyisme, eh bien, c'est systématiquement ces trois étapes que l'on retrouve. On demande un droit à l'indifférence, soyez tolérants avec nous. On demande ensuite un droit à la différence. Non seulement il faut être tolérant avec nous, mais nous sommes à égalité avec vous dans la société, hein. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on va vous poursuivre avec un certain nombre d'infractions pénales, l'incitation à ceci, à la haine ou à la violence. Et enfin, au final, eh bien, il y a un retournement de situation, on impose un droit différent. C'est la même méthode qui est utilisée dans toutes les évolutions progressistes. alors je vais juste aller au bout après encore de mes points si vous voulez bien. Pardon. J Il me semble que vous évoquiez le progressisme et les origines, les causes profondes. Ça n'engage que moi. Mais il me semble que si nous allons au fond des choses et que nous allons vraiment, je dirais, aux origines, il y a des sujets, il me semble, interdits. Donc c'est, je dirais, compliqué d'aller au fond des choses quand personne ne veut y aller. C'est-à-dire qu'il y a quelques courageux, mais il y a personne derrière pour, poursuivre. Ensuite, vous évoquiez un point intéressant que je suis obligé de relever, puisque la le Conseil constitutionnel a refusé de faire le référendum pour des raisons évidem Le président de la République. oui, voilà, mais tout le monde a suivi. C'est-à-dire que, c'est très curieux, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une vraie démocratie. C'est-à-dire que nous sommes, heu, en tout cas dans un système très autoritaire, puisque le refus du débat, est quasiment omniprésent et je pense qu'il y a aussi une volonté de désinformer sur les vrais processus, et sur ce qui se passe, je dirais, au-delà de l'aspect psychologique, mais plutôt de l'aspect physiologique, dans le corps de la femme lorsqu'il y a un avortement qui est fait. Donc je rappelle les 2 procédés ou les 2 je ne sais pas comment, mutilation ou voilà. Donc il y a ce système d'aspirateur et il y a la pilule, abortive. Donc c'est-à-dire que la femme, doit prendre cette pilule chez elle, reste tout l'après-midi chez elle, saigne une grande partie de l'après-midi, de la journée pour finalement, expulser, je ne sais pas quel est le terme approprié, le fœtus et le mettre aux toilettes. Donc il y a aussi un caractère, je dirais, gore pour parler malheureusement de manière crue, une violence. Sylvain Durin, je l'évoquais précédemment, parle lui aussi de sacrifice. Donc il me semble, toute une continuité et on pourrait ajouter un dernier point évidemment, c'est celui qui est aussi actuel, je dirais au niveau de la cohérence et de la permanence. Donc à travers l'écologie, l'écologisme, le réchauffisme, une culpabilisation des couples à, faire des enfants. Donc évidemment, l'avortement s'inscrit aussi dans une volonté de réduction de la démographie à travers, comme je l'ai dit, le climat, à travers l'avortement
à travers aussi l'euthanasie. Enfin, il y a quand même une politique de mort qui est permanente. Mais peut-être alors, sur la question de la République, peut-on ou en tout cas du président de la République, y a-t-il une forme quand même d'antidémocratie ou démocratisme, à l'heure actuelle en France et je dirais plus largement en Europe? Vous mettez le doigt sur un point essentiel. On compare très généralement les démocraties antiques, dans les cités grecques en particulier, à la démocratie telle qu'elle existe depuis l'époque contemporaine et telle qu'elle a été mise en place essentiellement, en tout cas en France, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Je crois que c'est une vue de l'esprit. La démocratie grecque est un procédé de prise de décision. Et c'est ce qu'est effectivement, véritablement, la démocratie. Comme pourrait l'être la monarchie ou l'aristocratie, c'est un procédé de prise de décision. Tout le problème, c'est que la démocratie contemporaine est en fait une idéologie. C'est-à-dire que tant que le peuple vote effectivement conformément à l'évolution que l'on veut donner aux institutions et à la société, eh bien, on va utiliser ce procédé. Mais dans la mesure où eh bien, tout d'un coup, les opinions publiques, eh bien, se rebellent, comment dire, ne suivent plus les choses, n'adhèrent plus aux valeurs. Hein. On sait très bien qu'il y a eu plusieurs enquêtes d'opinion qui ont été faites en France sur l'adhésion aux sacro-saintes valeurs républicaines. Et en fait, on sait très bien que les Français n'y adhèrent plus véritablement et qu'il y a une véritable défiance envers les institutions, enfin, du moins, une défiance vis-à-vis du personnel politique et une défiance vis-à-vis notamment des institutions européennes. Bien. Donc, il faut bien comprendre que on a mis en place à la Révolution française une démocratie très particulière qui repose sur l'idée que les électeurs exercent une fonction, celle de désigner des représentants. Et ce sont les représentants qui sont véritablement, eux, l'incarnation, ou qui sont supposés être l'incarnation de la volonté générale. On dénonce la démocratie directe ou le mandat impératif, parce qu'il y a deux moyens avec lesquels on pourrait avoir eh bien, un système véritablement démocratique au sens ancien du terme, c'est-à-dire soit le recours à la démocratie directe, le référendum d'initiative populaire, etc., soit l'élection d'une assemblée, mais qui serait intimement lié à ces électeurs qui pourraient donc révoquer les élus si jamais eh bien, ceux-ci ne respectaient pas les engagements qu'ils avaient pris, c'est ce qu'on appelle le mandat impératif, eh bien ces deux modalités-là sont parfaitement rejetées par le personnel politique. Et lorsqu'il y a eu recours dans certaines circonstances, ça ne veut pas dire que j'approuve ces hommes politiques-là, mais lorsque Napoléon Ier, enfin Bonaparte, puis Napoléon Ier, puis Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III, ou Charles de Gaulle, lorsqu'ils utilisent effectivement la démocratie directe, on appelle cela du populisme. Voilà. Il est certain que la classe politique dans quasiment son ensemble ne veut pas véritablement d'une souveraineté populaire passant par la démocratie directe ou par le mandat impératif parce qu'en fait ils veulent pouvoir exercer le pouvoir à la place véritablement des électeurs. Moi, je ne suis pas un parangon de la démocratie par principe, de la démocratie classique par principe. Je crois qu'il y a des circonstances dans lesquelles il est parfaitement légitime que l'on ait recours à un tel procédé. Désigner, par exemple, à la tête d'un centre de recherche, eh bien, le directeur parce que entre pairs, on désigne l'un d'entre nous, ça me paraît parfaitement légitime. Le fait que le père abbé d'un monastère eh bien, soit désigné par ses moines parce qu'on a pu expérimenter cette personne, ça me paraît parfaitement légitime et on peut parfaitement aussi transposer ce procédé dans le cadre des institutions politiques, mais pas forcément de manière systématique et en particulier en ayant recours au fait d'interroger les personnes sur ce pourquoi elles sont véritablement compétentes. Donc je crois que la démocratie
démocratie locale, par exemple, est parfaitement légitime et pourrait parfaitement fonctionner et qu'on pourrait avoir un principe d'autorité dans l'État par le recours à une royauté traditionnelle. Bon, en tout cas, j'en ai profité pour faire ma petite propagande. Mais en tout cas, il est certain qu'aujourd'hui, la démocratie n'est pas une démocratie réelle. C'est une démocratie qui n'en a que les apparences, parce que on met en œuvre des procédés de désignation des représentants qui, eux, vont être les véritablement dépositaires de la puissance publique et du pouvoir politique. C'est ce qui explique notamment, évidemment, la défiance vis-à-vis du référendum. Alors, je ne trouve plus la citation exacte, hein, parce que je suis en train de chercher une citation de Gonzague de Reynold qui fait partie de mes maîtres, donc écrivain catholique suisse, contre-révolutionnaire. Mais en gros, ce qu'il dit, dans les grandes lignes, hein, je mettrai la citation à l'écran, c'est qu'en fait, la démocratie ne peut s'exercer qu'avec les vertus chrétiennes. Sinon on tombe dans le démocratisme et donc évidemment dans l'erreur actuelle. J'en ai discuté aussi avec Aristide Lecate, je ne sais pas si vous le connaissez ou en tout cas de nom, qui est Oui, oui, juriste et absolument. nous avons évoqué, Carl Schmitt dans une émission qui sera sortie lorsque notre vidéo sera sortie et il rappelait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en France, vous, dans l'isoloir, déjà, selon Schmitt, c'est une erreur, puisque nous devrions pouvoir voter, en fait, devant tout le monde. Et de plus, aussi, dans l'isoloir, vous devez prendre, je crois, en France, plusieurs bulletins pour vraiment montrer que on ne sait pas, on ne saura jamais vraiment pour qui vous avez voté. Et en Suisse, nous avons une tradition qui s'appelle la Landsgemeinde. Donc en gros, c'est le vote sur la place, publique où les gens votent à main levée. Donc évidemment, là aussi, il y a une autre forme, je dirais, de démocratie, une vraie démocratie qui peut s'exercer. C'est-à-dire qu'on voit en fait les votes de chaque personne et que chaque personne doit assumer publiquement sa position. Donc là, on nous revient aussi au point précédent que nous évoquions plus tôt, c'est-à-dire aussi que personne n'assume vraiment ce qu'il pense et que tout le monde, je dirais, bégaye lorsqu'il faut, assumer, je dirais avec conviction, telle ou telle position qui ne va pas dans le sens, de l'idéologie dominante. Mais en effet, ce que vous évoquiez à l'instant, cette démocratie est une immense farce. Je crois qu'on a le droit de le dire et je crois qu'il faut l'affirmer en France, vous avez de nombreux exemples, hein, mais rien que la loi de 2005 qui a été passée en 2007, hein, ça on l'a évoqué dans notre première discussion et je dirais est un exemple parfait de l'illusion de la démocratie. Mais de toute façon, je pense que pour l'euthanasie, le même processus va se dérouler. C'est-à-dire qu'il y aura une quasi-unanimité à l'Assemblée nationale, au Sénat, que, le vote ne sera pas proposé au peuple pour les mêmes raisons qu'elles n'ont pas été proposées, avec l'avortement. Donc, et d'ailleurs, je crois que votre président de la République, a déjà dit que d'ici la fin de son mandat, un projet de loi sur l'euthanasie allait être, proposé. Oui, absolument. C'est dans les tuyaux, donc ça va bientôt arriver. Euh, c'est une manière aussi qu'il a de faire du chantage aux forces d'opposition. Alors, essentiellement, évidemment, aux forces d'opposition potentielles de droite, parce que il pense, et malheureusement, il n'a pas tort, que ces forces d'opposition sont prêtes à bien des concessions pour tenter d'arriver au pouvoir. Moi, je crois que c'est une erreur stratégique parce que si tant est qu'elles y arrivent, elles se seront entièrement données à la philosophie politique dominante, à l'idéologie dominante, et elles vont se lier les mains
Ce n'est pas à une dédiabolisation auquel procède Marine Le Pen, c'est une véritable normalisation idéologique le fait et une complicité avec le système. Ça démontre en tout cas qu'il y a très peu, évidemment, d'hommes politiques qui soient véritablement anti-système. Il y en a, l'essentiel sont dans le système et voilà. Donc, je pense que il y a un point que vous avez évoqué aussi qui me paraît important. C'est bien évidemment la question de la démographie. On en a dit quelques mots, mais il y a aussi toute l'idéologie qui conduit à considérer l'homme comme un parasite de la nature. Il n'est plus le seigneur de la nature, il n'est plus l'administrateur de la nature, eh bien, il serait considéré comme persona non grata sur la terre. Donc il y a une forme de nihilisme traditionnel, si j'ose dire, à l'idéologie progressiste, et notamment dans l'avortement. Hein. Le non-être vaudrait mieux que l'être, hein, sous prétexte que la vie est difficile. Elle est toujours difficile. Eh bien, il vaudrait mieux ne pas vivre. Mais je crois qu'il y a un nihilisme qui s'étend encore plus et qui ne concerne pas simplement les individus, mais qui concerne maintenant l'espèce humaine tout entière, un masochisme qui conduit à considérer que, eh bien, celle-ci finalement mériterait de disparaître. Qui plus est, évidemment, si, eh bien, on peut accuser certains de ses membres d'être des anciens colonisateurs, d'être des racistes, etc., etc. Donc, il y a là effectivement un enjeu démographique global pour l'humanité, mais plus particulièrement évidemment pour les sociétés occidentales, qui est au cœur de la question. Oui, tout à fait. Je me permets juste de rebondir sur un point et après nous pourrons passer à la conclusion. Mais vous évoquiez aussi, l'avortement sur les personnes handicapées. Donc il est vrai que notamment les trisomiques, on ne voit plus du tout, enfin en tout cas moi, les seuls endroits où je vois des trisomiques, c'est à l'église. C'est-à-dire que les trisomiques ont été totalement éliminés, de la société et ça me fait penser, désolé, je fais aussi ma petite promo, mais j'ai fait une entrevue avec Dominique Tassot Oui, qui combat le darwinisme et qui a fait un parallèle très intéressant entre le darwinisme et aussi la logique éliminatoire. Et bien là, nous sûr, sommes aussi dans une logique éliminatoire qui, il me semble, est à relever, puisque, en quelques instants de réflexion, on peut prendre la décision d'éliminer, en fait, une chose qui est enfin une chose, la vie qui est, à l'intérieur de nous. oui. Alors Dominique Tassot a parfaitement raison de faire ce parallèle. Il me semble que j'avais vu cette émission, mais je vous avoue que je ne me souviens plus de ce passage, mais il est clair que l'un des fondements de l'eugénisme, c'est ce qu'on appelle le darwinisme social. Hein. Et c'est toujours la même idée, alors cette fois-ci renforcée par les moyens techniques, eh bien, de prétendre faire émerger un homme nouveau qui serait construit par lui-même. Homme nouveau, n'est-ce pas, duquel on aurait éliminé les supposés tares. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas la préscience des événements lorsque l'on élimine quelqu'un sous prétexte qu'elle est susceptible d'être handicapée, ce qui d'ailleurs ne se révèle pas toujours le cas à la naissance, lorsque les parents ont le courage d'aller jusqu'au bout de la grossesse, eh bien, on n'élimine pas simplement un individu, on élimine toute la lignée. Et par conséquent, dans De colère fracassée dans l'ignorance, dans une partie du dialogue, l'un des personnages émet le fait que c'est toujours Mozart qu'on assassine. Vous croyez que vous assassinez, vous croyez que vous éliminez un handicapé, vous croyez que vous rendez service à cette personne en ne lui permettant pas de vivre parce qu'elle va vivre une vie difficile, une vie compliquée matériellement parlant, mais par derrière ça, c'est toujours Mozart que vous assassinez. alors peut-être pour conclure, hem, alors je le disais, vous avez écrit l'ouvrage sur le mouvement d'Extrogir, mais l'actualité n'est pas forcément riche, mais en tout cas elle est chargée. Alors vous, peut-être en quelques mots, quelques minutes, quelle analyse faites-vous, je dirais, de la situation actuelle, je dirais, d'un point de vue
un national au niveau, je dirais, de la France et au niveau international. Donc il y a divers conflits, n'est-ce pas? Nous, il y a le conflit, entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Israël et la Palestine. Il y a eu la loi sur l'avortement en France. Il y a l'éventuel retour de Trump aux États-Unis. Enfin, en gros, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent je dirais à l'heure actuelle en France et au niveau international. Quelle analyse faites-vous, je dirais, de la situation, actuelle? C'est vraiment une très large question. Oui, oui, Je tout à suis fait, mais pas alors je je vous laisse suis pas choisir cer ce que vous ouais. pensez le mieux. Moi, je suis pas certain de pouvoir tout embrasser. En revanche, il me semble que, on a une clarification des enjeux. C'est-à-dire que, je ne prendrai pas d'exemple particulier parce que je crois que, il faut éviter, de porter au nu certaines choses, ou certains hommes politiques, ou d'en dévaloriser complètement d'autres. Mais, et parce que, je ne suis pas manichéen et je ne crois pas qu'il y ait, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre ou le bien d'un côté, le mal de l'autre. Même si naturellement le mal existe et cherche à détruire le bien, hein. Le mal, c'est le non-être, c'est ce qui détruit le bien. Bon, mais il me semble que de manière globale, on est quand même dans une situation où il y a une clarification des enjeux, c'est-à-dire qu'effectivement, de très graves questions civilisationnelles, identitaires, notamment religieuses, se posent. Et par conséquent, les choix sont certes très délicats, mais ils sont peut-être plus explicites qu'ils ne l'étaient auparavant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je pense possible, je dirais, le deuxième avis ou le deuxième élément d'analyse, c'est que je pense que l'opinion publique ou les peuples européens ne sont peut-être pas aussi, euh, comment dire, aveuglés qu'on ne le croit. Et en tout cas, je crois que le premier des devoirs des personnes qui ont un peu conscience des enjeux, c'est eh bien de dévoiler la vérité aux autres. C'est ce que vous faites par des vidéos, c'est ce que j'essaye de faire bien, aussi dans ces vidéos-là ou dans un certain nombre d'autres écrits. C'est-à-dire que la première des choses que nous avons à faire, c'est de rendre, si possible, le bien commun palpable par des initiatives concrètes, des écoles, des mouvements de jeunesse, des entreprises de restauration du patrimoine naturel ou culturel, etc., etc. Rendre le bien commun palpable à nos contemporains, retisser le tissu social, réorganiser des réseaux locaux d'entraide alimentaire, scolaire, etc. Et petit à petit, par ce biais-là et par ces initiatives très concrètes, eh bien, outre effectivement l'information, dévoiler les choses à nos contemporains. Et je pense que finalement, les progressistes qui ont délibérément cherché à déraciner les peuples et les individus, en fait, nous ont peut-être presque rendu service, dans la mesure où, eh bien, finalement, il y a une forme comment dire, le terme qui me vient est un terme en anglais, pardonnez-moi, mais vous allez me corriger, un no man's land. Hein. Il y a, je dirais, un vide finalement idéologique. Nos contemporains n'adhèrent pas vraiment à l'idéologie progressiste. En revanche, ils la laissent faire. Eh bien, nous avons comme devoir de montrer les conséquences tragiques de cette idéologie et de petit à petit, eh bien, lui substituer par la reconstitution du tissu social une contre-société. Je pense que c'est évidemment un travail de très longue haleine, mais pour autant, c'est une chose qui est faisable. Et pour faire le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, l'avortement, vous voyez, c'est important évidemment de proclamer le fait que l'on est contre l'avortement, mais c'est peut-être encore plus important de contribuer, ne serait-ce que matériellement, à l'aide que l'on peut apporter à une femme qui envisage d'avorter et lui permettre finalement de ne pas avorter. Vous voyez, c'est ça l'idée. Il faut à la fois, il ne faut pas espérer, si j'ose dire, un retournement de situation immédiat,
mais en revanche, reconstituer le tissu social. Et puis, dernier élément, troisième point d'analyse globale, il me semble que un certain nombre de nos contemporains qui semblent adhérer à l'idéologie progressiste, on en a parlé tout à l'heure, le wokisme, l'antispécisme, en fait, renouent parfois, sans le savoir, avec des idées classiques. Le fait que, bien, il y ait un ordre des choses, l'angoisse écologique, eh bien, évidemment, elle est dévoyée, mais elle traduit quand même l'idée que ceux qui adhèrent à ces questions se disent que, dans le fond, il existe une harmonie possible de la nature. Et bien donc, ça veut dire que ce sont des portes d'entrée que nous avons. Je pense qu'il y a peut-être un terrain de conquête idéologique, peut-être beaucoup plus grand chez ceux qui apparaissent à première vue comme étant des adversaires et explicites, que vers des personnes qui sont supposées être proches, qui se déclarent conservatrices, mais qui sont toujours prêtes à des concessions. Vous voyez, qui sont toujours prêtes à des concessions sous prétexte effectivement de ne pas se marginaliser ou de ne pas passer pour un ringard. J'ai été ahuri par les déclarations de certains politiques qui ont voté au Congrès et qui ont dit oui, j'étais plutôt contre la constitutionnalisation de l'avortement, mais dans ma famille ou dans mes amis, on m'a expliqué que je ne pouvais pas faire ça parce que eh bien ce serait ringard. Eh bien, je crois qu'effectivement, il y a peut-être plus à espérer de la part des jeunes, et en particulier lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion des moins de 35 ans qui sont inquiets justement des questions, des questions notamment écologiques. Eh bien, il y a peut-être comment dire, une terre de mission qui nous est ouverte par le fait que, eh bien, il s'inquiètent de choses qui sont finalement en concordance avec un certain nombre d'idées classiques. Mille merci, cher Guillaume Bernard. Je rappelle votre ouvrage De colère fracassée dans l'ignorance, publié aux éditions de l'Homme Nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à la partager, à vous abonner à la chaîne et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Au revoir. Chers amis, comme vous le savez, j'ai ouvert mon espace Patreon et l'espace Rejoindre sur YouTube. Donc vous y découvrirez de nombreuses entrevues, notamment avec l'abbé Rioux, Pierre Hillard, Monsieur K, Lounès Darbois et d'autres. Donc participez, vous aussi, au renouveau de la civilisation catholique, au combat contre-révolutionnaire et soutenez la vraie dissidence. Mille merci de vos soutiens et à très vite.